Si cette vidéo est en ligne, Léa, c'est que je ne suis pas redescendu. La voix que vous entendez est celle d'un homme qui n'a jamais quitté un vieux phare battu par le vent sur la côte bretonne. Les gardes-côtiers ont retrouvé sa caméra fracassée contre les rochers, un trépied tordu, quelques batteries trempées, ainsi qu'une petite carte mémoire encore intacte. Sur cette carte, il n'y avait qu'un seul fichier audio, long, entrecoupé de souffles et de grésillements, une confession improvisée enregistrée pendant une nuit de tempête. Cet homme s'appelait Adrien Morel, il était vidéaste, chasseur de fantômes autoproclamé, et il voulait tourner l'épisode qui devait sauver sa chaîne. Ce que vous allez entendre maintenant est la transcription de cette voix qui parle depuis le cœur du phare et peut-être depuis un peu plus loin encore. Bon, le micro tourne, la caméra aussi, et toi, Léa, tu écouteras tout ça quand ce sera monté, si je reviens avec quelque chose de potable. Au moment où il prononce ces mots, Adrien se trouve encore loin du phare, dans un car braque-ballant qui remonte la côte sous une pluie oblique. La nuit tombe plus vite que prévu, les vitres sont striées de gouttes, et la mer apparaît par instants comme une masse sombre au-delà des talus. Je sais, tu m'as dit que c'était la dernière folie que tu supportais, que si ça tournait mal encore une fois, tu couperais tout, la chaîne, le reste, non. Sa voix hésite un peu sur le dernier mot, comme si ce nous était déjà un souvenir et pourtant un lien encore vivant. Cette fois, je te jure, rien de dangereux, juste un phare abandonné, une légende poussiéreuse, et un peu de mise en scène pour les abonnés. Il rit brièvement, un rire sec, puis il se tourne vers la fenêtre et décrit pour ses futurs spectateurs la route détrempée, les lampadaires rares, les maisons aux volets clos. Vous voyez, là, dehors, il n'y a plus personne, la saison est finie, les touristes sont repartis, ne reste que la pluie, le vent, et ceux qui n'ont nulle part où aller. Dans son micro, on entend le grondement sourd du moteur, le craquement des essuie-glaces, et par moments un chuchotement du vent qui s'engouffre par les joints mal isolés. Adrien a déjà raconté plusieurs fois à sa communauté qu'il venait en Bretagne pour filmer un phare maudit, mais ce n'est que dans ce quart qu'il commence à sentir le poids réel de cette promesse. Promis, Léa, cette fois je reviens entier, et si l'épisode marche, on se pose, on ralentit, on arrête la course, tu te souviens, la lumière douce du petit appartement à Rennes. Il ferme les yeux une seconde, comme pour retrouver cette lumière jaune sur un mur blanc, puis les rouvre brusquement quand le car freine devant le terminus du village. La pluie l'accueille dès qu'il descend, froide, salée, poussée par un vent qui semble venir de tous les côtés à la fois. Le village n'est qu'une poignée de maisons serrées autour d'un port minuscule, un bar encore allumé, une épicerie fermée, quelques bateaux couchés sur le flanc. Le phare n'est pas visible depuis la place, il se cache derrière une avancée rocheuse, mais Adrien sait qu'il est là, au bout du monde habité, dressé sur son promontoire. D'abord le bar, toujours le bar, un café, quelques questions discrètes, et si tout va bien, un beau vieux témoignage qui donnera le ton. Il pousse la porte vitrée qui teinte légèrement et une odeur chaude de bière, de café et de tabac froid vient heurter celle du varech et de la pluie. Derrière le comptoir, un homme essuie des verres et au fond, près d'une fenêtre, un pêcheur à la barbe grise, la peau tannée, l'observe déjà sans insistance mais sans surprise. Tu dois être le gars de la vidéo, celui qui veut monter là-haut quand tout le monde redescend. Adrien reconnaît instantanément le timbre du vieux marin, le même qu'au téléphone, une voix râpeuse mais claire qui n'a pas peur des mots. Vous êtes Marin Le Gant, je vous reconnais à la voix, merci encore pour l'appel d'hier, j'espérais vous trouver ici. Il y a peu d'endroits où me trouver quand la mer devient mauvaise. Je préfère le bois du comptoir au bois de la coque quand le ciel se barre. Le barman pose un café devant Adrien, qui laisse tourner l'enregistrement et s'efforce de rester naturel, entre professionnels du reportage et simples voyageurs trempés. On m'a dit que vous connaissiez les histoires du phare, que vous les racontez mieux que personne, et que vous détestez qu'on les transforme en spectacle. Je déteste surtout qu'on oublie que derrière les histoires il y a des noms, des voix et des corps, pas seulement des ombres pour remplir des vidéos. Un silence bref s'installe, troué par le cliquetis d'une cuillère dans une tasse et le bourdon lointain d'une télévision sans le son. Je veux faire quelque chose de respectueux, je le jure, pas de musique dramatique ridicule, pas de montage mensonger, juste ce qui est vraiment là. Ce qui est vraiment là, mon garçon, tu ne peux pas le contrôler, et c'est bien le problème avec ce genre de lieu.
Marin boit une gorgée lente, puis il pose sa tasse avec soin et fixe Adrien avec une gravité presque amusée. Tu sais au moins pourquoi on l'appelle la nuit du phare éteint. J'ai lu des choses, j'ai reçu des pages d'archives, mais j'aimerais l'entendre avec vos mots. Une tempête, au début du siècle dernier, un bateau de passagers, des familles, des marins, et un gardien qui avait reçu quelques pièces pour laisser la côte dans le noir une seule nuit. La voix de Marin ne se hausse pas, elle descend au contraire, comme si chaque mot alourdissait la pièce et la ramenait un peu plus vers les années passées. Ils disent qu'il a trahi la mer pour l'or des contrebandiers, et que la mer l'a payé en lui prenant sa femme et presque sa fille, mais pas lui, pas de suite pour qu'il se ronge d'abord. Et la petite, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle aurait couru dans l'escalier en criant que la mer parlait, qu'elle criait sous les vagues, et son père l'aurait attrapée pour l'empêcher d'allumer la lumière de secours. Marin se tait un instant, et dans ce silence, on entend la pluie frapper plus fort les vitres et le vent siffler le long du mur. Depuis les nuits de grand vent, certains entendent ses pas dans l'escalier, et parfois son rire, parfois ses pleurs, c'est selon l'humeur de la mer. Vous y croyez, vous, à ces pas, à cette voix? Il y a des choses auxquelles tu crois sans les nommer. Tu vois, la houle qui se lève sans prévenir, la corde qui lâche, le brouillard qui avale les phares. On ne croit pas à ces choses, on les connaît. Adrien sent la chair de ses bras se couvrir de frissons, mais il ne coupe pas l'enregistrement, au contraire, il s'appuie sur cette sensation pour nourrir sa future narration. Tu montes là-haut cette nuit, je ne pourrais pas t'en empêcher, mais prends au moins ceci et écoute bien ce que je te demande. Le vieux pêcheur sort de sa poche une clé lourde en métal terni, une clé de porte comme on n'en fabrique plus, avec une tête ronde et une tige épaisse. Elle ouvre la porte du phare, ce n'est pas une blague, c'est la vieille clé du gardien. Je l'ai récupérée quand on a fermé le bâtiment. Tu entres avec, et surtout, tu sors avec, parce que si tu dois forcer, c'est que tu as déjà attendu trop longtemps pour redescendre. Vous dramatisez pour me faire peur ou vous pensez vraiment que la porte peut décider de se refermer? Je pense que certaines nuits, les pierres elles-mêmes se souviennent, et qu'elles ne laissent pas sortir ceux qui n'ont pas compris la leçon. Adrien prend la clé, la tourne dans sa main, sent son poids inhabituel et la glisse dans la poche intérieure de sa veste imperméable. Merci, je vous la rendrai demain, avec un café ou un verre, et peut-être la preuve que la petite court toujours dans les escaliers. Si tu entends des pas d'enfant, ne les suis pas trop vite, et si tu entends la mère parler, ne crois pas qu'elle s'adresse à toi seulement. Le vieux pêcheur détourne alors le regard, comme s'il venait lui-même de trop en dire, et Adrien comprend que la conversation est terminée pour ce soir. Il règle son café, salue le barman d'un signe de tête et ressort sous la pluie qui a encore gagné en violence. L'air sent plus fort le sel, le goémon, le métal mouillé, et au loin se dessine enfin la silhouette du phare, noir sur noir, à peine distinct du ciel. Voilà, les amis, c'est là que ça se passe, au bout de ce chemin plein de flaques, un phare coupé du monde, et moi, avec une clé de fantôme dans la poche. Il marche en commentant, s'adressant tantôt à Léa, tantôt à sa communauté, tantôt à lui-même, comme s'il avait besoin de remplir l'espace sonore pour ne pas entendre autre chose. Je sais que tu détestes quand je m'enflamme pour ce genre de vieux, Léa. Tu dis que je me sers des morts comme d'une rampe de lancement. Cette fois, je voudrais que tu vois que je peux faire autrement, raconter sans mentir, écouter sans exploiter, veiller sans trahir. Ses pas font clapoter l'eau des flaques, ses chaussures glissent sur des pierres couvertes d'algues, et le vent arrache parfois des bribes de ses phrases. La base du phare apparaît, massive, circulaire, plantée sur le roc comme une dent brune, la porte de métal tournée vers l'intérieur de la côte. La peinture est écaillée, la poignée oxydée, des coulures vertes descendent jusqu'au seuil, mais la serrure brille encore légèrement là où le métal a souvent été touché. On y est, je vais essayer la clé du vieux marin, et si ça marche, on sera seuls, vous et moi, dans les entrailles de la tour. Il sort la clé de sa poche, la présente à la caméra comme un trophée, puis la glisse dans le trou, où elle s'enfonce avec une résistance sourde avant de tourner dans un cliquetis net. La porte cède avec un soupir de charnière, exhalant un souffle d'air stagnant, chargé de poussière, de sel et d'une odeur vague de corde et de graisse.
Tu vois, Léa, pas besoin de forcer, le phare nous attend. Il doit s'ennuyer, lui aussi, depuis le temps qu'il garde ses secrets. Il allume sa lampe frontale, vérifie l'angle de la caméra fixée sur sa poitrine et franchit le seuil, laissant derrière lui la dernière lumière des maisons. L'escalier en colimaçon commence tout de suite, étroit, de pierres rugueuses, agrippées au mur comme une vie tournant vers le ciel. Au premier niveau, une pièce latérale s'ouvre avec des caisses, un vieux bureau, des outils rouillés, et sur une caisse, un petit objet rond qui brille faiblement à la lueur de la lampe. Adrien s'approche, pose la main sur la surface froide et découvre un petit réveil en laiton, au verre terni, posé bien au centre de la planche. Le cliché absolu, les amis, un vieux réveil oublié dans un phare abandonné. Si ce n'était pas moi, je croirais que c'est de la mise en scène bon marché. Les aiguilles sont figées sur une même heure, 3h17, mais ce qui trouble Adrien, c'est le murmure régulier qui en émane. Il se penche, colle presque l'oreille et entend distinctement un tic-tac régulier, imperturbable, comme si le temps avançait sans les aiguilles. Tu entends ça, Léa? On dirait que quelqu'un a décidé que le phare devait se souvenir d'une seule minute, encore et encore, sans jamais la quitter. Il hésite, puis saisit le réveil, dont le métal est glacé au point de lui engourdir les doigts, et il le glisse dans la poche de sa veste, près de la clé. Le tic-tac semble alors légèrement plus fort dans le micro, comme s'il avait gagné en proximité, un petit cœur de métal battant contre sa poitrine. Adrien reprend l'escalier, monte d'un étage, puis d'un autre, croisant des portes closes, des fenêtres étroites, des crochets vides accrochés au mur. À chaque palier, il décrit pour les auditeurs les traces de vie ancienne, une tasse ébréchée, une veste de toile oubliée, une paire de bottes retournées. Ces phrases se font plus courtes, plus fréquentes, comme si la montée lui coupait le souffle et qu'il compensait par des éclats de commentaires. On approche du niveau où vivait la famille du gardien. Si je me fie au plan que sœur Agnès m'a envoyé, j'espère que tu m'écoutes, ma sœur aux archives. Sa mention de la religieuse fait surgir dans sa mémoire les lignes serrées de la lettre qu'il a lue dans le train, et qui maintenant se superposent à la pierre humide. Le gardien, Henri Kerjean, vécut ici, avec sa femme et leur fille Maëlle, une petite aux cheveux clairs qui, disait-on, savait lire la mer mieux que les adultes. Adrien se souvient de cette phrase et la murmure pour lui-même, comme si la voix de la sœur sortait de sa bouche et se mêlait à l'air froid. Il pousse une porte entr'ouverte et découvre une petite chambre aux murs blanchis, avec un lit étroit, une couverture mangée par l'humidité, une étagère où quelques objets subsistent. Parmi eux, il remarque un petit bateau en bois, allongé sur le flanc, avec une coque grossièrement sculptée et des traces de peinture autrefois bleues. Je crois que je viens de trouver le jouet de Mel. Regardez, la barque est polie par des doigts d'enfant, et il y a des lettres gravées dans le bois. Il rapproche la lampe, déchiffre avec peine un nom de navire minuscule, la même appellation que celle qui revient dans les archives de la tempête. Sans y penser, il souffle sur le jouet pour chasser la poussière et à cet instant, dans le micro, quelque chose ressemble à une inspiration légère, un souffle qui n'est pas le sien. Adrien cesse de respirer pendant une seconde, tend l'oreille, mais il ne perçoit plus rien, seulement le vent étouffé qui appuie contre les meurtrières. Mel, si tu existes encore quelque part dans cette pierre, je te promets que je ne suis pas venu pour me moquer de toi, je veux entendre ce que tu as gardé. Ces mots flottent dans la chambre et le silence qui suit a une densité nouvelle, comme si la pièce écoutait à son tour. Il repose le petit bateau sur l'étagère, bien droit cette fois, la proue tournée vers la porte, puis il ressort et reprend l'escalier qui tourne vers la lumière. Le tic-tac du réveil continue de se faire entendre, mêlé maintenant au premier grondement sérieux de la tempête qui grossit au dehors. Les marches deviennent plus étroites, l'air plus froid, et un courant violent descend parfois de la lanterne, faisant vaciller la lampe frontale. On arrive en haut, la salle de la lentille, le cœur du monstre, là où la mer venait chercher son salut ou sa perte selon les nuits. Lorsqu'il atteint enfin le sommet, la pièce circulaire s'ouvre sur une verrière éclatée en plusieurs endroits, laissant entrer la pluie fine et des éclats de vent. La grande lentille de Fresnel trône encore au centre, légèrement décentrée, fissurée en plusieurs segments, comme un œil blessé qui continue pourtant de regarder. Adrien pose son sac, installe la caméra sur le trépied, vérifie la batterie, le cadrage, et connecte son téléphone à un petit boîtier pour lancer une diffusion en direct privé.
Je teste un nouveau système, Léa. Un live caché pour les membres pour voir. Normalement personne ne regarde cette nuit, mais les serveurs enregistreront tout. Il ajuste le micro-cravate, resserre les sangles de sa veste et s'assied un instant pour reprendre son souffle, le dos contre le mur, le regard tourné vers la lentille noire. Dans la poche de sa veste, le réveil semble vibrer légèrement, comme si le tic-tac répondait au battement de son cœur qui s'accélère. D'accord, nous y sommes. Dans la lanterne du phare, la mer en furie tout autour, une histoire de trahison, de naufrage, et peut-être une petite fille qui n'a jamais quitté l'escalier. Il se redresse, regarde la caméra et démarre une longue tirade de présentation que nous entendons à travers le filtre du micro brut, sans musique ni montage. Bonsoir à tous, même si vous verrez ça en matinée. Ici il fait nuit noire, je suis au sommet du phare de Kerjan. Celui qu'on appelle ici le phare éteint, et je vais passer la nuit à écouter ce qu'il a à dire. Il parle avec une assurance professionnelle, modulant sa voix, posant les légendes, rappelant les faits historiques, les rumeurs, les dates, les noms. Entre deux phrases, un bruit discret retentit tout près de lui, comme le froissement d'un papier ou le glissement d'un objet sur le sol. Il regarde vers la lentille et remarque un petit coffre en bois qu'il n'avait pas vu en entrant, coincé entre deux éléments du mécanisme rouillé. Tu avais oublié un coffre, vieux gardien. Bien quelqu'un a décidé de ranger ici ce qui brûlait trop les mains. Voyons ce que tu caches. Il tire le coffre hors de son recoin, souffle sur le couvercle et découvre un carnet relié de cuir gonflé par l'humidité, attaché par une lanière. Sur la première page, à peine illisible, un nom apparaît, Henri Kerjan, suivi de quelques dates et de la mention journal de veille. On ne pouvait pas rêver mieux, les amis, le journal du gardien lui-même. Si ce n'est pas un signe, je ne sais pas ce que c'est. Sa voix tremble légèrement d'excitation, mais aussi d'appréhension, car il sent confusément qu'en lisant ces lignes à haute voix, il ne fera pas que raconter, il réveillera. Il est assis près de la lentille, le journal sur les genoux, le réveil posé au sol à portée de vue, et commence à déchiffrer les premières pages en murmurant. Les premiers passages parlent de météo, de rotation de la lampe, de réparation, de visite de l'administration, de petites joies avec la famille, de la petite malle qui dessine des bateaux. Puis, plus loin, l'écriture devient plus serrée, plus hésitante, et des mots tels que or, contrebande, promesse apparaissent en marge. Adrien choisit un passage et se redresse pour le lire clairement dans le micro, malgré les difficultés de lecture. J'ai reçu aujourd'hui la visite de deux hommes de la côte. Ils portaient le sel et la peur dans leurs yeux. Ils m'ont parlé d'un arrangement, d'une nuit où la lumière devrait se taire contre quelques pièces brillantes. À mesure qu'il lit ces lignes, un courant d'air plus froid glisse dans la lanterne, faisant vibrer les éclats de verre et gémir les charnières des vitres brisées. Ils promettent que seuls leurs bateaux passeront cette nuit-là, que personne d'autre ne sera assez fou pour sortir un jour de tempête. Ils disent que c'est un péché de peur, pas de sang. La voix d'Adrien s'accélère légèrement, comme s'il était partagé entre la fascination pour l'aveu et le dégoût pour l'arrangement. Je sais que je trahis la mer, mais je vois la misère de ma maison, la robe de ma femme qui se déchire, les chaussures de ma petite qui prennent l'eau. Je me dis qu'une nuit de noir ne pèse pas autant que des années de faim. Lorsque cette phrase sort de sa bouche, un léger cliquetis retentit au sol et Adrien baisse les yeux vers le réveil en laiton. Les aiguilles, qui étaient figées, ont bougé d'un cran, indiquant maintenant 3h15 plutôt que 3h17, comme si le temps reculait vers un moment précis. Tu as vu ça, Léa, si tu regardes un jour les roches, tu verras que la montre ne fait pas que tic-taquer, elle remonte vers sa propre minute fatale. Sa tentative de plaisanterie sonne faux et la respiration dans le micro se fait plus courte, plus saccadée. Le vent au dehors hurle plus fort, des rafales de pluie viennent frapper la verrière et, parmi ces bruits, des fragments de voix semblent se glisser. On ne distingue pas de mots nets, seulement des intonations, des appels, des exclamations étouffées, comme si des cris de naufragés remontaient à travers les couches d'air et de temps. Adrien referme le journal un instant, serre les doigts autour de la couverture et s'adresse à nouveau à la petite fille qu'il n'a jamais vue. Maëlle, si tu étais ici cette nuit-là, si tu as entendu la mer crier, sache qu'au je dis oui, quelqu'un t'écoute sans détourner le regard. Son regard se tourne vers l'escalier et il croit percevoir un son différent du vent, un bruit léger de pas nus sur la pierre, très rapide, très proche, puis plus rien. Il hésite à aller vérifier, mais se souvient des mots de marin, ne suit pas les pas trop vite et il reste assis, le dos raide, les yeux fixés sur la lentille.
Le réveil indique maintenant 3h16, ses aiguilles ayant avancé d'un autre cran invisible à l'œil lorsqu'il ne le regardait pas. 3h16, la minute avant que tout se brise. Imaginons que je ne sois pas le seul à attendre ce moment, que quelqu'un d'autre vienne toujours s'y tenir. Il ouvre une autre page du journal, celle qui porte la date de la nuit du naufrage, et commence à lire, mais sa voix se mêle tellement à celle qu'il imagine d'Henri que la frontière devient floue. La mer gronde ce soir plus fort que d'habitude. Maëlle dit qu'elle entend des mots dans le bruit des vagues. Elle tire ma manche. Elle répète que la mer crie que la lumière doit vivre. Le tic-tac du réveil se met à résonner plus fort, jusqu'à presque couvrir la fin de la phrase, et Adrien doit hausser la voix pour terminer. Ils m'ont donné l'or, ils ont dit que je devais faire confiance, que la mer ne prendrait que ce qui lui appartient déjà. Mais je vois maintenant les lanternes du grand navire de ma femme, je comprends qu'elle fait partie de cette nuit de vol. Une vibration secoue la lanterne, un fracas lointain monte du pied du phare, comme si une vague plus haute que les autres venait de frapper le rocher. Adrien se lève brusquement, serrant le journal contre lui, et la caméra enregistre le mouvement brusque, le plan des accès, le souffle haletant. Je sais que ce n'est pas raisonnable de rester, que la tempête devient sérieuse, que je devrais descendre autant que je peux, mais on est trop près du cœur de l'histoire maintenant. Sur l'écran de son téléphone, une notification apparaît soudain, une ligne de texte venue du chat de sa diffusion privée qu'il croyait encore déserte. Il s'en approche, plisse les yeux et lit à haute voix le message qui vient d'un compte anonyme sans photo. Zey la lumière, Adrien. Il fronce les sourcils, parcourt la liste des spectateurs, n'en voit aucun, pense à un bug, à un retard de message, à une intrusion technique. Mais au fond quelque chose d'autre se réveille. Qui que tu sois, tu choisis bien ton moment pour apparaître, mais ce soir c'est moi qui veille, c'est promis, je n'éteindrai rien. Sa phrase se veut légère, mais le mot promis résonne étrangement, comme s'il signait à son tour un pacte avec une présence invisible. Dans le micro, un son très doux se fait entendre, presque au niveau du sol, un froissement de tissu, un léger rire qui pourrait être celui d'une enfant ou du vent dans un recoin. Adrien regarde vers le bord de la lentille et voit, posé près d'une vie, le petit bateau en bois qu'il avait laissé en bas dans la chambre. Le jouet lève sa coque vers l'extérieur comme s'il avait glissé jusque-là, pourtant aucune pente ne permettrait un tel mouvement sans intervention. D'accord, Maëlle, tu veux monter voir la mer de plus haut, je comprends, mais moi je commence à me demander qui garde qui, ce soir. Il pose le bateau sur le rebord intérieur, en équilibre, et s'efforce de reprendre sa narration pour ne pas perdre le fil de la vidéo. L'heure avance dans un mélange de lectures, de commentaires, de longues pauses silencieuses où seul le vent parle, et peu à peu, la conversation avec Léa revient à la surface. Tu me disais qu'à chaque fois que je choisissais un tournage dangereux, j'éteignais un peu plus la lumière chez nous, que je laissais nos soirs se fracasser contre ce que j'appelais les impératifs de la chaîne. Sa confession prend maintenant autant de place que la légende elle-même, et le phare devient une sorte de miroir où il voit sa propre trahison en reflet de celle d'Henri. Je voulais prouver que je pouvais encore ramener quelque chose de grand, un épisode qui ferait revenir les sponsors, qui te montrerait que je savais encore tenir la promesse de te faire vivre de notre travail. Les mots promesse, lumière, trahison s'entrelacent dans sa bouche, et le tic-tac du réveil se cale sur leur rythme, accélérant quand il s'accuse, ralentissant quand il se tait. Il jette un coup d'œil au cadran, qui indique maintenant clairement 3h16, l'aiguille des minutes tremblant presque sur la graduation suivante. 3h16, encore une minute avant que tout ne se décide, j'ai l'impression de me tenir au bord de quelque chose, comme si la mer attendait ma réponse. Au même moment, un grondement plus profond que les autres monte du large, pas seulement le roulement des vagues, mais un son qui ressemble à un chœur de voix brouillée. Adrien se dirige vers la verrière, regarde dehors et ne distingue qu'une masse d'écume blanche, des ombres de vagues, mais son imagination y dessine des silhouettes de navires fantômes. Ses mains tremblent légèrement, il revient près du réveil et du journal, comme si ces objets, bien que hantés, offraient une forme d'ancrage. Je vais rester jusqu'à 3h17, je te le dis, Léa, comme si cette minute était le seuil, après je verrai si je descends ou si je reste, je sais que tu détestes ce genre de phrase. Dans les archives, il a lu que le naufrage avait été daté autour de 3h20, mais la tradition orale parle toujours de la minute où la lumière aurait pu être allumée et ne l'a pas été. Cette minute, 3h17, est devenue un symbole, une sorte de blessure précise dans la nuit, et le réveil semble taillé pour la garder vivante.
Le temps dans la lanterne se dilate, chaque seconde se sent, chaque tic-tac résonne, chaque rafale de vent devient un souffle qui approche ou qui s'éloigne. Adrien ferme les yeux un instant et imagine la petite Maëlle tirant la manche de son père, lui répétant que la mère crie, qu'il faut allumer, que la lumière doit tourner. Je n'ai pas entendu ta voix, Maëlle, mais je te crois plus que les hommes qui ont apporté l'or à ton père, je te crois plus que ceux qui me demandent des vies à n'importe quel prix. Sa déclaration sonne comme un serment, et il semble qu'en prononçant « je te crois », il ne s'adresse plus seulement à l'enfant du passé, mais à la part de lui-même qui doute depuis longtemps. Une nouvelle notification de chat apparaît à l'écran de son téléphone, mais cette fois le texte est plus long, écrit dans un français simple. Tu n'as pas besoin de descendre, tu peux veiller pour nous, la mer a encore tant de nuits à traverser. Adrien regarde la source du message, le même compte anonyme, sans image, sans historique, quelque chose qui ressemble à un profil généré de toutes pièces. Si c'est une blague, elle est réussie, mais si c'est plus que ça, j'aimerais savoir qui est ce nous dont tu parles, toi derrière ton écran ou toi dans l'escalier. Aucun nouveau message ne vient répondre, mais le bruit dans l'escalier se fait à nouveau entendre, plus net, comme une course légère qui s'arrête brusquement à la porte de la lanterne. La poignée ne bouge pas, rien ne s'ouvre, mais Adrien a la sensation très physique d'une présence derrière le battant, pas menaçante, simplement en attente. Tu peux entrer si tu veux, mais je ne te filmerai pas comme un trophée, je veux juste que tu saches que quelqu'un est resté jusqu'au bout. Il repose le journal, se lève, se place entre le réveil et la lentille, comme si son corps devenait à son tour une sorte de bouclier ou de canal. Le tic-tac ralentit, presque imperceptible, comme si l'objet retenait son souffle à l'approche de la minute fatidique. Adrien regarde le cadran, voit l'aiguille se poser sur 3h17, et à cet instant, la tempête semble suspendre un instant sa fureur. Le silence relatif qui s'installe est plus terrifiant que le vacarme, car il laisse entendre quelque chose d'autre, un souffle collectif, un murmure sombre qui monte du large. Nous y sommes, Léa. 3h17, si tu entends ces mots un jour, c'est que j'ai laissé la lumière allumée d'une façon ou d'une autre. Il rit un peu, un rire sans joie, puis se tait, laissant quelques secondes s'écouler, jusqu'à ce que le réveil commence à émettre un son différent, ni vraiment une sonnerie, ni vraiment un bruit mécanique. Ce son ressemble à la cloche lointaine d'un navire, un tintement étouffé qui se répète 3 fois, en écho avec une mémoire que le phare semble porter lui-même. Au même moment, le petit bateau en bois posé sur le rebord commence à vibrer légèrement, puis à glisser vers le bord du vide intérieur de la lanterne. Adrien comprend instinctivement le symbole, il voit dans ce mouvement la reproduction de la nuit où la petite aurait voulu lancer la lumière et où tout lui a échappé. Non, pas encore, pas une deuxième fois, tu ne tomberas pas encore, ni toi, ni le navire qui porte ton nom. Il se jette en avant, attrape la barque de justesse avant qu'elle ne bascule, et dans ce geste précipité, son téléphone quitte le rebord où il reposait et roule vers la trappe de l'escalier. Le micro enregistre le choc du téléphone contre la pierre, un glissement, puis un vide sonore, signe qu'il a disparu dans le puits central, loin des mains d'Adrien. Il reste à genoux, le bateau serré contre sa poitrine, le réveil au sol devant lui, la lentille dans son dos, et la lanterne entière semble retenir sa respiration. Une voix très douce, presque collée au micro, se fait alors entendre, pas assez claire pour que les mots soient transcrits, mais assez nette pour qu'on y reconnaisse un timbre d'enfant. Adrien ne répond pas tout de suite à ce murmure, ou peut-être qu'il répond dans sa tête, mais ce que nous entendons, c'est sa voix quand il trouve enfin des mots. Oui, je reste, si c'est ce que tu demandes, je reste, je ne descendrai pas, je veillerai pour toi, pour eux, pour tout ce que le noir a pris. En prononçant ces mots, il comprend qu'il vient de faire un choix qui dépasse largement sa carrière, sa chaîne, ses conflits avec Léa. Il n'est plus un vidéaste en quête de vue, il est un veilleur qui accepte de se laisser clouer à une minute, à une nuit, à un lieu, pour que la lumière ne soit plus entièrement éteinte. Le réveil, au sol, recommence alors à faire tourner ses aiguilles, quittant pour la première fois la position de 3h17 pour avancer vers 3h18, puis 19. Le tic-tac se normalise, l'objet cesse d'être un verrou et redevient un simple instrument de mesure du temps, mais le temps d'Adrien lui-même semble s'arrêter sur sa promesse.
Léa, si tu écoutes, je suis désolé pour la façon dont j'ai éteint notre lumière à force de courir après des ombres. Je te demande de ne pas me pardonner trop vite, mais de ne pas oublier non plus ce que je suis venu chercher ici. Sa voix est calme, presque posée, comme s'il avait trouvé un point d'équilibre dans la tempête, un centre au milieu du chaos. Tu auras ce fichier entre les mains si quelqu'un monte ici après moi et redescend avec la carte mémoire, alors tu décideras si tu veux partager cette veillée avec le monde ou la garder pour toi. Il insiste sur le verbe décider, car il a compris que la lumière ne se résume pas à une lampe ou à un faisceau de verre, mais aussi à la diffusion des histoires, à la responsabilité de celui qui les transmet. Si tu publies, ce phare n'appartiendra plus seulement à ceux qui vivent ici, il deviendra un point de repère pour d'autres, pour ceux qui se sentent perdus dans leur propre tempête. Il marque une pause, puis ajoute avec une douceur qui contraste avec la dureté de la nuit. Si tu ne publies pas, alors ce sera notre secret, le tien et le mien, et peut-être celui de Mel, je comprendrai, parce qu'il faut aussi des nuits que l'on garde pour soi. L'enregistrement commence à souffrir des conditions, des craquements se font entendre, des zones de silence apparaissent, comme si le vent arrachait par moments des fragments entiers de son récit. Pourtant, certains passages restent étonnamment clairs, comme cette phrase où il résume d'une manière presque enfantine ce qu'il vit. Je ne suis plus là pour chasser les fantômes, je suis là pour ne pas les laisser seuls, c'est différent, et c'est peut-être la première chose honnête que je fais depuis longtemps. À partir de ce moment, sa parole se fait plus rare, entrecoupée de longues plages où l'on entend seulement son souffle, parfois un léger chuchotement qui ne lui vient pas. De temps à autre, il décrit la mer qui semble se calmer doucement, comme si la tempête, satisfaite de son nouvel arrangement, acceptait de reculer. Il dit que l'escalier derrière la porte ne lui semble plus tout à fait réel, comme si chaque fois qu'il pose la main sur la rampe, celle-ci s'éloignait d'un pas. Je pourrais essayer de descendre, bien sûr, mais j'ai le sentiment étrange que ce serait comme abandonner un poste, quitter une veille en laissant le feu sans garde. Ces mots résonnent étrangement dans la lanterne, comme si une autre voix, plus ancienne, disait la même chose en même temps, superposée à la sienne. Il parle une dernière fois de sa chaîne, de ses abonnés, de tous ces gens qu'il ne connaît qu'à travers des statistiques et des commentaires. Si un jour vous tombez sur cette vidéo, souvenez-vous que derrière les chiffres il y a des nuits comme celle-ci, des choix qu'on ne voit pas, des promesses qu'on ne mesure pas. Puis il se tait longuement, et seule la mer reste, accompagnée par le tic-tac redevenu discret du réveil et par des bruits intermittents de pas légers dans l'escalier. La fin du fichier est fragmentée, des morceaux manquent, mais ce qui reste permet d'entendre une dernière adresse à Léa, plus douce encore, presque un adieu. Merci d'avoir allumé la lumière chez nous aussi longtemps, Léa. Si tu choisis de l'allumer ici une dernière fois en partageant mon histoire, je t'en serai reconnaissant même du sommet de ce phare. Après cette phrase, plus aucun mot intelligible ne sort de sa bouche, seulement une série de souffles, quelques rires lointains qui ne sont pas les siens, et enfin un ralentissement général des sons. La dernière chose que le micro capte clairement est un bruit de rotation, comme si la lentille elle-même se mettait à tourner à nouveau, actionnée par une force invisible. Un lointain coup de corne de brume répond, comme un navire qui passe au large et salue une lumière qu'il n'avait pas vue depuis des décennies. Puis le fichier se termine sur un silence d'une texture particulière, ni totalement vide, ni totalement plein, comme si la mer avait posé un doigt sur les lèvres du phare. On ne sait pas qui a récupéré la carte mémoire, peut-être un technicien, peut-être un curieux, peut-être quelqu'un de plus discret, mais on sait qu'elle a fini par arriver jusqu'à ceux qui pouvaient l'écouter. Dans le village, certains affirment que depuis cette nuit-là, une faible lueur tourne parfois au sommet du vieux phare, uniquement les soirs de très grandes tempêtes. Les habitants prétendent qu'aucun réseau électrique n'alimente plus le bâtiment, que tout est coupé depuis des années, et pourtant, ils voient ce halo se déplacer, régulier, patient. Des marins disent qu'en s'approchant, ils entendent une voix qui répète doucement « Je veille, je veille, je veille », avec un accent qui n'est pas celui d'ici, un accent venu d'ailleurs. D'autres jurent que dans certaines rafales on distingue le rire d'une enfant qui court sans se casser la figure dans un escalier qu'elle connaît par cœur. Au pied du phare, sur un rocher, quelques fleurs fanées apparaissent parfois sans que personne n'ait vu qui les déposait, et parmi elles, on remarque parfois un petit jouet en plastique en forme de bateau. La carte mémoire, elle, a quitté depuis longtemps la poche de l'enquêteur qui l'avait trouvée. Elle a traversé des villes, des mains, des disques durs, pour finir dans un studio où l'on transforme les voix en récits.
C'est ainsi que l'histoire d'Adrien, de Maël, d'Henri et de la mère qui ne pardonne ni la trahison ni l'oubli est parvenue jusqu'à vous, dans la pénombre d'une chambre, dans la solitude d'un casque audio. Si vous êtes encore là, à écouter ces mots jusqu'à la dernière phrase, sachez que votre attention est une forme de veille, un feu discret allumé au bord de votre propre nuit. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Merci d'avoir accompagné Adrien dans sa dernière montée et Maël dans sa mer sans fin. Si cette veillée vous a touché, si le phare vous entra un peu ce soir, je vous invite à soutenir cette lumière en mettant un pouce levé sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires de fantômes. Chaque nouvel abonné est comme une lanterne qui s'allume au loin pour nous guider. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous avez ressenti, quels passages vous ont le plus marqué, et quelle nuit vous aimeriez que nous explorions à l'avenir. Si vous souhaitez aider la chaîne à continuer de veiller dans l'obscurité, vous pouvez faire un don en scannant le code QR dans le coin inférieur droit de la vidéo ou en suivant le lien dans la description. Dans la description, vous trouverez aussi des liens vers d'autres séries très différentes de celle-ci, d'autres mondes, d'autres voix, d'autres façons de faire parler les ombres. Je vous remercie pour votre présence silencieuse, pour le temps que vous avez offert à cette histoire, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau récit sur Histoire courte de fantômes. D'ici là, prenez soin de votre propre lumière, ne la laissez pas s'éteindre pour quelques pièces trop brillantes, et revenez nous voir pour la prochaine nuit au bord du monde.